Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube exclusive où on poste tous les 14 heures. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Facebook c'est DMG TV. TikTok c'est DMG TV où on fait les directs tous les mercredis et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Ici, on poste uniquement les histoires mystiques. Donc, si tu as une histoire mystique, n'oublie pas d'envoyer. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Toujours laisser un like. Merci pour la force. Et donc, maintenant, on va passer à la première histoire. Coucou, bonjour la famille, bonjour DMG. DMG, faut dire que l'histoire que je vais te raconter ce matin, je l'ai vécue en Guinée-Conakry. Quand je suis allée en Guinée-Conakry, comme je te l'ai dit, je suis une Ivoiro-guinéenne. Ma mère est ivoirienne et mon père est guinéen. Et mon père, après la retraite, il est rentré s'installer dans son pays. Et donc de temps en temps, je vais là-bas. Je vais voir la famille qui vit là-bas. Et donc, je suis allée en 2004 et je vivais avec ma petite soeur. J'étais allée avec mes enfants et je vivais avec ma petite soeur. Et ma petite soeur, dans le temps, elle était encore institutrice. Et elle enseignait dans notre ville natale. C'est-à-dire notre village est à 3 ou 4 km de la ville. Donc, j'étais chez elle. De temps en temps, je vais au village, après je reviens en ville. Et c'est là un jour, elle m'a dit que grande sœur, que comme on vient de me nommer la responsable du sport scolaire, je ne sais pas encore vers chez vous comment vous appelez, mais en Côte d'Ivoire ici on appelle OASU. C'est-à-dire il y a une période où les élèves, les compétitions sont organisées au niveau des élèves. Voilà, les écoles se rencontrent pour jouer au foot, handball, tout ça. Donc c'était une chose comme ça. Et elle était nommée la responsable du sport scolaire et universitaire. Donc, elle a essayé de former son équipe pour pouvoir encadrer les élèves, c'est-à-dire les équipes. Voilà. Donc, ils avaient sélectionné quand même des joueurs comment on appelle, de chaque école pour former les équipes. Et donc, il y avait une équipe féminine et une équipe masculine. Et donc, il y avait les professeurs de DPS, certains enseignants qu'elle avait vraiment, en tout cas, elle avait formé quand même une équipe qui pouvait quand même encadrer ces équipes-là. Et donc, la compétition se passait dans une autre ville. Donc, on s'est déplacé avec les équipes de la localité pour aller dans l'autre ville, pour aller représenter la localité de laquelle nous venons. Et donc, ils avaient pour l'occasion, il y avait des écoles qui avaient été sélectionnées pour héberger les joueurs. Donc, ils avaient disposé des matelas dans les salles de classe où les élèves dormaient pour pouvoir participer à la compétition. Et donc, parmi les filles, dans l'équipe féminine, il y avait une fille là qui était différente. Elle était différente des autres filles. En tout cas, elle était belle, elle était un peu calme, mais elle avait les longs cheveux. Quand elle peigne ses cheveux par derrière, comme ça, elle attrape. En tout cas, elle était belle, mais elle était quand même différente des autres filles. Et c'était le genre de fille avec laquelle toutes les filles voulaient être amies. Toutes les filles voulaient être amies. Tous les jeunes hommes veulent être amis avec elle. Donc, parmi les filles qui se collaient à elle, il y avait une qui était plus collée. Voilà. C'était le genre de fille qui en tout cas, elle était trop collante même. Puis finalement, elle énervait tout le monde. Elle était tellement collante.
C'est-à-dire, même quand elle va puiser, quand elle doit aller se laver, elle veut forcément se laver avec la fille. Bon, je vais appeler cette jeune fille-là Sandrine. Et je vais appeler l'autre qui était collante là, Mado. Mado était tellement collante, elle voulait tout le temps se laver avec Sandrine. Quand elle doit aller, non Sandrine, il faut attendre, on va se laver ensemble. Même quand elle va puiser de l'eau, elle va puiser le seau de Sandrine et elle va puiser elle son eau et elle vient. Sandrine, j'ai puisé ton eau. Bon, finalement, ça énervait les autres filles. Mais celle-là, elle est trop collante, donc ça fait que certaines filles même ne s'intéressaient plus. D'autres filles se mettaient à l'écart. Donc c'était la bonne amie, la bonne camarade, tout et tout. Donc pendant qu'elle partait se laver, elle avait sûrement remarqué que Sandrine avait un caillou qu'elle lavait, elle se lavait le talon avec. Vous voyez les cailloux qu'on prend pour se poncer derrière le talon là. Voilà. Les gens qui ont les salons d'esthétique prennent pour faire les soins des pieds pédicures là. Voilà. C'est ce genre là. Mais pour elle, était un peu différent. Et donc, la compétition s'est bien passée, tout et tout. La fin de la compétition est arrivée. Tous les élèves, tous les enfants maintenant devaient rentrer. On devait tous rentrer dans notre localité. Et un jour, on constate que Sandrine est en train de pleurer. Pendant que les élèves, chacun avait déjà fait son sac, chacun a rangé ses affaires. Voilà, il fallait maintenant libérer les salles de classe, tout et tout. Sandrine est en train de pleurer. On lui demande, mais tu pleures pourquoi? Elle dit qu'elle a perdu un caillou. Elle avait son caillou dans son, comment on appelle, dans sa savonnière, ou bien quoi, voilà. Ou là où elle mettait son éponge là. Voilà, elle avait un petit caillou là-bas qu'elle prenait pour se laver derrière le talon. Qu'elle a perdu ça. Il faut qu'elle retrouve. On dit, mais c'est quel genre de caillou? Sandrine pleurait à chaudes larmes. Elle pleurait comme si elle venait de perdre un parent. Elle pleurait. Moi, mais finalement, ça me saoulait. J'ai dit, mais c'est quel genre de caillou que quelqu'un a perdu, puis il faut qu'elle retrouve forcément. Mais tu peux t'en acheter un autre. Hein? On lui dit, mais tu peux acheter un autre. Il dit, non, ça là, elle n'a pas acheté, que c'est sa mère qui lui a donné. Et que ce caillou-là ne se sépare jamais. Elle ne se sépare jamais. Que la personne qui a pris son caillou, il faut que le caillou revienne. Ah, tout le monde était gêné par cette histoire de caillou. Donc, comme ma petite soeur, c'est elle qui était la responsable de l'équipe. Donc, elle a fait fouiller le sac de tout le monde. Mais on n'a pas retrouvé le caillou. On ne sait pas là où le caillou se trouvait. Le sac de tout, même les garçons, on a fouillé dans leur sac. Les femmes, on a fouillé, on n'a pas retrouvé. Bon, cela, on a dit à Sandrine, bon, on a cherché, on n'a pas retrouvé. Sûrement, tu l'as jeté quelque part. Elle dit non, qu'elle ne peut pas jeter son caillou. On dit, bon, comment on va faire? On ne retrouve pas. On est obligé de rentrer. Donc, on est tous rentrés, chacun est parti chez eux. Les enfants sont rentrés chez eux. Mais Sandrine est rentrée toute malheureuse. Elle, même dans le véhicule qu'on était dedans, se retournait, pleurait. Donc, chacune est rentrée chez elle. Tout le monde est rentré. La vie a repris normalement. Les enseignants ont recommencé à partir à l'école, tout et tout. Et un jour, on était à la maison. On voit Mado qui revient avec sa mère et son père. Ils viennent chez nous à la maison. Ils sont venus. Bon, on leur a donné à soi. Et quand ma soeur a demandé les nouvelles, c'est là le père a pris la parole pour dire, ah madame, nous sommes venus te voir, tu vas nous aider à remettre le caillou là, le caillou qui est dans la main de notre fille là, on va remettre au propriétaire. Parce que depuis que notre fille a ce caillou, hein, elle ne dort pas, elle a tous les problèmes. Donc il faut qu'on rende le caillou au propriétaire. C'est là ma soeur a tourné pour regarder Mado. Pour dire, hé Mado, donc c'est toi qui avais pris le caillou de Sandrine? Elle dit oui madame.
dit, mais pourtant on a cherché partout. On a cherché, on n'a pas retrouvé. Donc c'est toi qui avais le caillou. Elle dit, oui, madame. C'est là maintenant, Mado va expliquer quel problème elle a eu depuis qu'elle a le caillou. Elle dit que depuis elle avait ce caillou-là, qu'elle ne dormait pas. Que chaque nuit, elle sent une présence dans sa chambre. Chaque nuit, elle sent une présence dans sa chambre. C'est là un jour que elle a senti la présence même auprès d'elle. C'est-à-dire comme si la personne, comme si quelqu'un était assis auprès d'elle sur son lit. Elle a sursauté, elle s'est levée. Elle soulève sa tête. Elle voit une dame assise auprès d'elle. Une dame aux longs cheveux qui est assise auprès d'elle. Elle a crié, c'est qui? Qui êtes-vous? La dame lui dit, tout doucement, calme-toi. Je ne te veux pas de mal. Mais seulement, tu as quelque chose qui m'appartient. Elle dit, mais j'ai pris quoi? Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris quoi? Elle dit, non, calme-toi. Que le caillou que tu as pris à ma fille, là, il faut le lui rendre. Que le caillou que tu as pris là, tu as pris un caillou dans les affaires de ma fille Sandrine. Donc il faut le lui rendre. Elle dit, elle a eu tellement peur, elle a commencé à crier. Quand elle a commencé à crier, la dame a disparu. C'est là Mado maintenant va expliquer que pendant qu'elle se lavait souvent avec Sandrine, c'est là qu'elle a vu le caillou de Sandrine. Sandrine l'avait derrière son pied avec le caillou. Et c'est là, avant qu'ils vont se séparer, elle a dit à Sandrine, donne-moi un souvenir, un souvenir qui va faire que je vais me rappeler toujours de toi. Parce que moi, je dois me rendre, je dois venir dans ton village là-bas pour venir te rendre visite, mais néanmoins, donne-moi un souvenir. Mado dit que Sandrine a dit qu'elle a lui donné un foulard. Elle a dit non, qu'elle veut pas de foulard. Et Sandrine a dit non, dans ce cas, je vais te donner un t-shirt. Et Mado, elle a dit non, que je ne veux pas de t-shirt, mais c'est ton caillou là que moi je veux. Et c'est là Sandrine a dit non, que mon caillou là, je ne me sépare jamais, que c'est ma mère qui m'a offert, que je ne me sépare jamais de mon caillou. Et mais quand elle a dit ça, moi je suis passée derrière elle et j'ai pris et j'ai caché. Mais je n'ai pas caché dans mon sac, c'est pour cela, quand on a fouillé les sacs, on n'a pas retrouvé le caillou dans mon sac, que j'avais caché le caillou ailleurs. Et quand on était prêt pour monter dans le véhicule, et je suis allé prendre maintenant, et j'ai mis dans mon sac pour monter dans le véhicule avec. Donc c'est le caillou maintenant. Les parents et Mado sont venus rendre au propriétaire. Et donc, maintenant, c'est ma soeur maintenant qui a fait la médiation pour aller rendre maintenant le caillou à la famille de Sandrine. Donc, dans mon petit coin, j'ai fait j'ai fait ma propre analyse. J'ai dit, sûrement, ce caillou-là, c'était un caillou porte-bonheur. Et ce caillou-là, c'est ce caillou-là qui faisait que Sandrine avait la popularité comme ça. Tout le monde voulait être ami avec. En fait, c'était un caillou d'attirance, quoi. C'était un caillou d'attirance. Et il faut dire que la mère de Sandrine, c'était une sirène. C'était une sirène. Vu les explications de Mado, en tout cas, j'ai fait ma propre analyse et j'ai conclu que la mère de Sandrine était une sirène. Et dans la localité où venait Sandrine, c'est la localité, en tout cas, il y a les grands lacs là-bas. Il y a les grands lacs là-bas. Voilà, il y a les grands lacs là-bas. Donc, j'ai fait ma propre analyse. Vraiment, Sandrine était la fille d'une sirène. Sinon, Sandrine était une sirène. Donc, Mado, elle a eu les gros yeux. Les gros yeux, comme vous le dites en Afrique centrale, les longs yeux là. Voilà, c'est ce qui a mis ça. Il faut dire que la sirène même était très gentille. Sinon, elle allait faire du mal à Mado. Donc, le caillou a été rendu à Sandrine et Mado a eu finalement la paix. Et elle est rentrée chez elle avec ses parents. Voilà. Donc, famille DMG, faisons attention. Vraiment, avoir trop l'envie des choses qui ne sont pas pour nous là, vraiment c'est très très dangereux. C'est très dangereux. Donc il faut vraiment faire attention à beaucoup de choses. Et merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la deuxième histoire.
Bonjour DMGTV, bonjour la famille DMGTV. Plus de bénédictions sur nous tous à DMGTV, plus de bénédictions sur nous tous. Longue vie à tous ceux qui sont dans cette page et que la famille s'agrandisse de plus en plus. Vraiment, prévenir mieux vaut que guérir. Et vraiment, la prévention, c'est dans le partage, vraiment. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, partager, liker, commenter la famille. Ce qui se passe, je vais vous raconter l'histoire d'une haïtienne. Alors, cette haïtienne-là, ses grands-parents étaient arrivés aux États-Unis, avaient migré aux États-Unis avec ses parents qui étaient encore, bon, avec sa maman qui était encore petite. Et c'est aux États-Unis que sa maman rencontre son papa, ils se marient. Et ils avaient souvent les visites de la famille, mais dans leur famille, eux, ils ne partaient pas en Haïti. Ce sont ses grands-parents qui rarement y allaient. Mais les enfants, elle avait remarqué que les enfants de son oncle et tout ça, ils n'y allaient pas. Alors, son oncle, dont le frère de sa mère était décédé et on allait l'enterrer là-bas en Haïti. Donc la famille va, on dit que non, elle ne part pas. Elle dit pourquoi? Elle, bien sûr, non, comment ça, je suis une maman, je suis déjà âgée, je savais dire quoi et tout. Vous connaissez un peu, là, elle se révolte, elle dit qu'il faut qu'elle parte, il faut qu'elle parte. C'est quand même son oncle, son tonton qu'elle chérissait beaucoup, il faut qu'elle y aille. Et c'est ainsi qu'elle arrive là-bas. Elle arrive là-bas, bien sûr, ses parents disent que comme tu es arrivé ici, voilà ce que tu ne dois pas faire. Tu ne parles avec, voilà les seules personnes avec qui tu vas parler. Ils étaient dans la maison d'une de leurs cousines. Voilà les seules personnes avec qui tu vas parler. Tu ne manges rien d'autre tant qu'ils ne t'ont pas dit que ça vient d'eux. Tu ne bois rien. Tu ne sors avec, quoi qu'on te raconte, si quelqu'un te dit que viens pour m'accompagner quelque part, tu ne pars pas, tu as compris. Elle dit oui, et tout ça, mais quel est le problème? Vous n'avez jamais accepté qu'on vienne ici, on vient ici, vous faites les trucs. Bon, elle connaissait un peu l'histoire de la sorcellerie et tout ça, mais vous connaissez les enfants qui ont vécu, qui ont grandi en Europe, ce n'est pas trop, ça ne connecte pas tant qu'on ne t'a pas bien touché. Alors, euh, les vacances, les vacances, l'enterrement se passe bien, on dit au revoir à la famille, on rentre aux États-Unis. Maintenant, c'est la fille de la dame qui passe alors l'alerte parce qu'elle dit que non, maman, depuis qu'elle est rentrée, elle est étrange. Parfois, elle est perdue dans elle est perdue dans le vide, tu parles avec elle, et puis après, tu as l'impression qu'il y a des moments, elle snap, tu ne comprends pas, elle n'est plus là avec toi. Et il y a il y a aussi des moments parfois tu te lèves en pleine nuit, tu vas aller à la cuisine prendre de l'eau pour boire, tu te rends compte qu'elle est assise au salon dans le noir, les yeux fixés dans le vide. Parfois, elle est même là, elle est en train de fixer la télévision qui est fermée. Elle est assise, elle ne dort pas ou elle fixe le mur. Je dis que je ne comprends pas ce qui se passe avec maman. La grand-mère dit seulement, oh là, oh là, oh là, il y a quelque chose qui ne va pas. La grand-mère, on envoie maintenant la grand-mère en mission, on va voir ce que ta fille a. Elle arrive, elle était à préparer, elle avait mis l'huile bénie sur ses mains et tout ça. Donc elle arrive, son intention, il fallait absolument qu'elle touche sa fille. Mais elle voit que sa fille était un peu, elle veut embrasser sa fille. Ah, comment ça va? Je suis venue te rendre visite. Elle veut pas embrasser sa fille. Sa fille glisse toujours un peu, c'est comme si elle ne voulait pas être touchée. La grand-mère dit, hé, les problèmes ont atterri. La grand-mère fait les trucs et puis par la grand-mère vient l'embrasser. Mais comment ça va? Tu ne te portes pas bien, ma chérie? Elle essuie l'huile bénie sur le visage de la fille. Mais la fille fait un peu comme si on était en train d'essuyer la saleté sur elle. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas que je te touche et tout ça? Mais la grand-mère savait ce qu'elle faisait. Quelques instants plus tard, elle se rend alors compte que la maman, elle est là, elle essuie, elle prend la serviette de cuisine, elle essuie d'essuyer où la grand-mère a touché. Elle dit, mais avec quoi est-ce que tu m'as touché? Ça brûle, ça brûle. La grand-mère dit seulement, ah, ça a atterri, on a atterri dans les problèmes. Donc la grand-mère avertit son mari et son autre fille qui était là. Ils viennent, on convainc la fille maintenant, on avertit aussi les pasteurs. Le pasteur, lui, vient d'abord avec des gens membres de l'église. Ils essayent de parler, de faire les églises haïtiennes. Donc, ils font la prière, ils font des trucs. Et pendant ce temps, la femme manifeste. Elle tombe, elle s'enroule à terre et tout ça. Le pasteur dit que non, ça c'est... Il faut qu'on aille à l'église. Ça, c'est le higher level. Il faut qu'on aille à l'église. On la convainc alors de se rendre à l'église. Il appelle son groupe de warriors, non? Quand ils arrivent alors à l'église, ils font alors des envoûtements propres. Tout avec l'eau bénie et tout ça. Bon, ils sont dans un lieu saint. Donc, ils maîtrisaient plus leur environnement. Donc, ils ont vraiment fait tous les trucs. Et la fille dit que sa grand-mère, elle avait mal parce qu'elle voit sa mère, comment sa mère, à un moment, elle faisait sur le sol comme si elle avait plus d'os. Elle se tordait dans tous les sens. Puis après, à un moment, elle s'est mise à vomir. Elle vomissait quelque chose qui puait, mais c'était jaune, comme si tu viens de casser l'œuf et le jaune d'œuf là. Tu perces le jaune d'œuf, ça coule. Elle dit que c'est... Et ça sentait.
Elle dit que sa mère s'est mise à vomir. Ça, c'est quand sa maman vomit, tout ça, que sa maman, apparemment, l'esprit était sorti de son corps. Donc, ce qu'on lui avait donné à manger était sorti. Le pasteur, ils ont continué avec les prières, fait les trucs et tout, essuyer les machins sur eux et tout ça. Quand ça se termine, alors, euh, quelques jours plus tard, donc ils continuent. Non, la maman, maintenant, elle était bien. Elle était maintenant bien. Elle était bien, se sentait bien, elle se sentait revenir. Et ils viennent alors, le pasteur vient à la maison avec les gens de l'église. On commence à lui poser des questions. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Parce que les parents disaient que, mais à quel moment est-ce qu'on t'a donné quelque chose à manger? Tu ne mangeais que ce qu'on t'a. Elle dit que non. À un moment, il y a un de ses cousins. Une fois, les parents étaient allés apparemment faire quelque chose. Donc, ils allaient acheter les condiments, apparemment, un truc comme ça. Et elle aussi, les autres, sa cousine était sortie pour aller faire quelque chose. Il y a un cousin qui est venu. Il a dit que c'était de la part d'une de ses tantes. Elle avait fait une nourriture, là, une nourriture à Ici, on dit que c'est la viande et le crabe, les trucs. On fait un truc avec le gombo et tout ça. Donc, elle aimait beaucoup. Elle a mangé. Des parents disent, c'est pas vrai. Tu dis que qui est venu? Elle dit encore. C'est à ce moment-là, alors que les grands-parents alors s'asseyent et lui disent alors qu'en fait, dans leur famille, ils avaient un don. Et pendant des générations, ils entraient dans la prêtrise d'un rite vaudou là. Donc, ils mettaient leur don au service de ce truc de rite vaudou. De cette branche du vaudou là. Alors lui, le grand-père, son père lui avait dit que si c'est possible, ne permet pas qu'on initie tes enfants et tout ça, parce qu'apparemment c'est un don qui allait de père en père et de mère en mère. Et c'était dans leur famille, c'était très fort dans leur famille. Donc ne permet pas, si tu peux faire sortir les enfants, ton enfant d'ici, les enfants d'ici. C'est comme ça que le père, dans le silence, avait fait tous les trucs, avait fait son marché d'immigration. Il est parti aux États-Unis avec les enfants. Donc le grand-père a été parti aux États-Unis avec les enfants. Mais malheureusement, il n'avait pas vraiment tout dit aux enfants. Il leur disait juste que n'allez pas, c'est mauvais, on va vous faire ceci, on va vous faire cela, notre famille est attaquée. Mais il leur a pas dit que c'était à cause de leur don. Alors l'autre côté de la famille, la tante qui avait envoyé son fils là, le cousin avait la nourriture et tout ça, eux, ils voulaient que la tradition continue parce que c'était un honneur pour leur côté de famille. Ça, ils étaient respectés, ils avaient des trucs, ils étaient respectés dans l'ordre, cet ordre-là de vaudou. Donc, ils voulaient absolument faire initier l'un des enfants. Donc, quand la fille était venue, c'est comme ça qu'ils ont alors décidé de lui donner le truc à manger. Et petit à petit, si on n'avait pas vu le réagir, si la fille n'avait pas observé sa maman, petit à petit, le truc allait prendre. Elle allait, sans même dire mot, prendre son avion, aller en Haïti, se faire initier. Donc, c'était ça. Alors, quand elle a su ça, c'est plutôt à l'église, elle a commencé avec les prières et tout, c'est plutôt à l'église qu'elle a commencé à utiliser discrètement son don pour aider le pasteur à voir certaines choses à l'église. Dans la famille, malheureusement, dans nos familles, il y a souvent des secrets, et des secrets parfois qui peuvent nous mettre en danger, surtout quand les parents refusent parfois de dire parfois la vérité, que par exemple, ton grand-père est un grand sorcier, ta grand-mère est une sorcière, fais attention. Donc, généralement, il y a trop de secrets, et malheureusement, il y a certains secrets qui nous foutent dans la merde, franchement. Dans la famille, soyons vigilants, ouvrons les yeux parce que nous ne connaissons jamais où nos parents, nos grands-parents sont entrés. Soyons vigilants, prions et demandons à Dieu d'ouvrir nos yeux. S'il y a un problème, qu'il nous montre d'où ça vient et comment nous protéger. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la troisième histoire. Allô, bonsoir ou bonjour DMJ. Bonjour la famille. Je viens raconter une nouvelle histoire. Bonjour. Je suis de Congo-Brazzaville, dans le quartier Wendy, dans un quartier qu'on appelle Wendy. Ceux qui vivent à Brazza connaissent. Dans le quartier, il y a un grand marché qu'on appelle le marché de Wendy. Bon, cette histoire m'a été racontée par ma grand-mère qui a vécu cette histoire parce que ma grand-mère était vendeuse dans cette marché. Dans le temps là, dans les années 80, il y avait une journée dans chaque arrondissement là où le marché ne vendait pas, on nettoyait le marché et tout. Donc c'était le tour de Wendy. Le Wendy c'était un mardi, chaque mardi, le marché de Wendy ne vendait pas,
Maintenant, malgré que le marché ne vendait pas, le soir, il y avait toujours des femmes, les mamans petites là qui venaient vendre un peu, tout. Le matin là, ils pouvaient faufiler un peu tout autour du marché, vendre. Et le comité du marché les chassait, les pourchassait. Il faut rester à la maison aujourd'hui, c'est le nettoyage. Vous les femmes là, vous êtes tout. Maintenant là, vers le soir, vers les 16h, 17h, les femmes sont revenues autour du marché. Le comité du marché faisait quoi? Quand ils voient des femmes comme ça, ils prennent leurs marchandises, ils amènent au bureau, tu payes la montre et tu t'en vas. Maintenant là, le comité du marché comme ça a roulé tout autour du marché. Ils ont vu une maman qui vendait le sac à sac. Elle avait beaucoup de sac à sac. Elle a dit, madame, on vous a dit aujourd'hui, on ne vend pas, c'est le nettoyage. Hein? Vous venez vendre seulement, vous êtes toutes les femmes là. C'était le poseur du comité du marché. La maman a dit, vraiment chef, je sais, mais j'ai laissé mes enfants, ils ont fait. Donc je dois vendre ce sac à sac pour que j'achète quelque chose pour donner à manger à mes enfants. Le poseur a dit, parce que le poseur quand il venait vérifier là, il n'était pas seul avec quelques éléments, moins 2 ou 3 garçons. Il a dit au garçon là, prenez le sac de cette maman, menez ça au bureau, elle va aller payer la montre là. La maman a dit, moi je n'ai pas l'argent. Je suis seulement venue vendre le sac à sac pour avoir l'argent pour acheter quelque chose à mes enfants. J'ai des enfants, pas laisse-moi s'il te plaît. Le poseur là, il ne voulait pas. Il a mené le sac à sac. Elle est allée mettre au bureau. La maman a commencé à pleurer. Elle ne voulait rien entendre. La maman a pleuré. Arrivé vers les 19h, le bureau du marché a fermé. Le président dit, tu reviens demain matin récupérer ton sac à sac. Et avec la montre, on a fermé le bureau, ils sont partis. La maman a dit merci. La maman est partie. Je te dis, t'aimes chien. La maman est partie. Le président est parti à la maison. Il a dormi le matin là. Tout son corps était gonflé. C'est comme si on avait pompé la nuit. Ça, c'est quoi? Oh, regarde comme ça. Il avait aussi mal. Il commençait à pleurer. On est à l'hôpital, on voit rien. Comment une personne peut être comme ça? Qu'est-ce qu'il a pris? Qu'est-ce qu'il a mangé? Qu'est-ce qu'il a mis sur son corps? Je n'ai rien fait. Tout. Ses parents, il a fait 3 jours à l'hôpital. Ses parents disent non. Ça, c'est pas trop clair. Cette affaire-là n'est pas trop claire. On va l'emmener dans leur village. Comme il était du nord, on prend le monsieur, on l'emmène dans leur village. Comme tu sais, les présidents du comité du marché là sont forts. Ils ont cru que parfois ce sont les autres qui ont jeté un sort. Donc on l'emmène à leur village, aller là-bas consulter. Le monsieur dit là où c'était parti consulter, le monsieur dit mais lui, il n'y a pas de. C'est pas les gens qui ont fait ça, c'est lui-même. Il dit moi-même comment? Moi je ne connais pas là où on fait les fétiches, moi-même comment? Et donc, toi, dans ton service, toi tu n'as pas arrêté une femme qui vendait les sacs à sac. Il dit oui, j'ai arrêté, oui, j'arrête beaucoup. Au moment où le monsieur a dit c'est ça, le poseur ne se rappelait pas. Il a dit, mais dans mon travail, j'arrête beaucoup de choses, tout. Non, dernièrement, avant que tu tombes malade, j'ai arrêté une maman qui vendait les sacs à sac. Elle t'a dit qu'elle n'avait pas l'argent pour payer la montre. Remets-lui son sac à sac. Quand elle va vendre, elle va te payer. Toi, tu n'as pas voulu. Tu allais mettre ça dans ton bureau. Et la maman a même pleuré, tu n'as pas écouté la maman. Et elle est partie. Mais la maman là, c'était pas une personne, c'était une revenante qui avait effectivement ses enfants qui avaient faim. Donc elle est partie. La femme et ses enfants ont dormi affamés à cause de toi. C'est elle qui t'a fait ça. Donc comme c'est une revenante, on ne sait pas là où on peut la trouver. Vraiment là, monsieur, vraiment, je n'ai plus rien à faire pour toi. Va te montrer. Et tu t'accordes sa miséricorde. Donc,
les filles sont revenues avec le monsieur à Brazza. Et au finish, le monsieur est mort. Donc, le moral de cette histoire, c'est que tous les gens que nous voyons là, c'est pas les gens vivants. Il y a aussi des esprits qui viennent. Et quand une personne te dit non, ne fais pas ça, et pleure-moi, même, il ne faut pas avoir un cœur dur. Le Posnala est mort parce qu'il avait un cœur dur. Donc c'est tout ce qu'il fallait dire. Merci DMG. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 4e histoire. Bonjour DMG TV. J'espère que vous allez bien, vous vous portez bien. Je viens pour vous raconter ma propre histoire que j'ai vécue dans mon enfance. Bon, je vais d'abord commencer par le début pour être bien précise dans mes propos. Ma mère et mon père ont eu des problèmes. Ils ont eu des problèmes, donc du coup, l'affaire est partie jusqu'au tribunal. Ils ont donné la garde d'enfants à mon père, vu que maman elle ne s'en sortait pas vraiment dans la vie et tout. Ils ont donné la responsabilité à mon père. Donc du coup, on venait, on passait les vacances, on retournait, on venait, on passait les vacances. Jusqu'à ce que j'ai eu l'âge de 11 ans. 11 ans, je venais, je partais. Donc quand j'ai eu l'âge de 12 ans, puisque vu là-bas, en province, je faisais un peu la têtue et tout, mon père m'a puni, il m'a dit non, tu vas apprendre cette année chez ta mère. Donc du coup, il m'a renvoyé chez maman. Bon, j'avais toujours l'âge de 11 ans. Donc, à l'âge de 12 ans, j'ai pris l'âge de 12 ans en étant chez ma mère. Maman, elle faisait des petites bricoles et tout, et tout, et tout. Donc, du coup, elle venait aussi à peine d'avoir les jumeaux, puisqu'elle s'était amie avec un autre homme. Elle venait à peine d'avoir les jumeaux. Les jumeaux, ils avaient 6 mois comme ça, là. Et j'avais aussi une petite soeur qui me suivait. Donc du coup, quand elle partait aux bricoles, on s'occupait des enfants. Et là où on partait souvent puiser de l'eau, c'était vraiment une distance. Donc il fallait qu'on se lève à 6 heures. Donc du coup, si on n'a pas puisé l'eau de 6 heures à 11 heures, forcément c'était en soirée. Donc du coup, je m'étais réveillée à 6 heures. J'avais demandé à ma petite soeur de m'accompagner, vu que c'était elle qui était déjà dans le quartier, qui connaissait là où on puisait de l'eau. Donc en partant, déjà une pompe publique, une pompe publique. On était là en train de puiser l'eau. Vu que moi je ne sais pas comment ça se passait, pour éviter un peu l'embrouille, parce que j'ai trouvé des filles qui se disputaient. Oh non, je suis la première à venir. Oh non, je suis la première. Donc du coup, moi j'attendais que toutes ces filles-là puissent finir. Donc voici du coup, une grosse voiture vient. Ça gare et tout et tout. Moi, je vous dis que 12 ans, je n'avais pas encore vu mes menstrues. Je n'avais pas encore réglé. Je ne réglais pas en fait. Donc, du coup, quand la voiture gare, j'ai vu d'autres filles, elles étaient là en train de s'agiter, machin. Puisque moi, de un, je n'avais pas l'esprit de... C'était pas encore dans ma tête, histoire des hommes, des petits garçons, non. Non. Moi, c'était pas trop mon truc. Donc, quand la voiture gare, le monsieur baisse la vitre. Un papa, il était même plus âgé que mon père. Il pointe du doigt. Je sais pas comment d'autres filles, les filles qui étaient à la pompe, commençaient à me toiser, me dévisager. Oh non, c'est toi qu'on appelle. On m'appelle, bon, je dis peut-être c'est pour un renseignement. Donc, du coup, je suis partie vers le monsieur, il était dans sa voiture. Oh, comment ça va et tout? J'ai dit oui, ça va, merci. Vous êtes dans le quartier? J'ai dit oui, je suis dans le quartier. J'ai donné renseignements, je suis avec ma mère, voilà. Le monsieur m'a remis, je vous dis, rien que le premier jour et devant les autres filles, le monsieur m'a remis une somme de 120 000 francs avec sa carte. Je prends les 120 000 francs avec la carte de monsieur. Je suis venue à la pompe, tenter d'épuiser l'eau. Donc, en partant maintenant à la maison avec ma petite soeur, j'ai dit à ma petite soeur de garder le silence et tout. Et la fille de la bailleresse, vu que on était déjà amis, j'avais appris comme ma soeur, on faisait des trucs ensemble, on dormait ensemble, on portait même les mêmes habits et tout. Ah,
ah, voici comment j'ai dit, ah, voici ce qui m'est arrivé, voilà. Je vous jure que de 12 ans, jusqu'à ce que j'ai eu l'âge de 20 ans, le monsieur ne m'a jamais demandé le sexe. Il m'avait jamais demandé de faire les rapports avec lui. À chaque fois, lorsque il me donnait rendez-vous, dès qu'on finit de manger ou bien par un peu faire des balades, il me faisait un peu découvrir les coins. Comme l'histoire s'est passée à Libreville, il me faisait découvrir les coins et tout. À chaque fois, et j'avais aussi déjà un petit gars dans le quartier. Donc à chaque fois quand le monsieur me déposait, c'était que la bise au front. La bise au front. Même pas un jour que la bise à la bouche, rien. Que la bise au front. Voici comment un jour, il me dit, est-ce que je peux me déplacer? J'ai dit que, l'âge que j'ai ne me permet pas de me déplacer et tout. Toujours, on vous dit dans la vie, méfiez-vous de la mauvaise compagnie. Méfiez-vous de la mauvaise compagnie, mes soeurs, vous qui m'écoutez. Je pars chez la fille en question, je dis, la copine, voici ce que j'ai, machin. Oh non, tu peux partir, je vais te couvrir, voilà. Puisqu'il m'a demandé d'aller passer toute une journée avec lui. Alors, passer une journée, donc le monsieur avait prévu, c'était une surprise. Je vous dis que c'était un appartement meublé, tout à l'intérieur. Moi aussi, quand j'ai vu comme ça, là, j'ai commencé à faire la mauvaise tête à ma mère. Allez, quand ma mère, on commence à s'insulter. J'insulte là-bas, je me mets à la cour, machin, justement pour chercher les problèmes. Comment faire pour quitter la maison? C'est comment je suis partie dans l'appartement. J'ai gardé les filles du quartier. J'ai gardé les mères des gens du quartier. J'ai abandonné ma mère. En ce temps, ma mère, son mari était venu chercher. Ils ont fait le mariage. Elle est partie s'installer en Guinée équatoriale. Donc j'étais là, je vivais à ma vie et tout. Mais tout ce temps, le monsieur et moi ne sortait pas ensemble. J'avais déjà un petit gars dans le quartier qui sortait déjà avec moi et qui m'avait montré les hommes. Donc du coup, il y a l'une de mes soeurs qui revient de la province. Elle me dit non, je vais venir et tout chez toi. J'ai dit non, il y a la place et tout. Elle est arrivée. On était là, ça passait du temps, ça sortait et tout. Le monsieur venait à la maison, je présentais que voilà. Donc, comme elle, c'est une fille qui est initiée. Moi, je ne savais pas. Premier jour que le monsieur vient, je présente que voici ma soeur que je disais qu'elle est depuis la province qui m'appelait, qu'elle voulait arriver, voilà. Donc, quand le monsieur me dit, ok, d'accord, j'ai compris, il me dit, allons me raccompagner à la voiture. Il me gronde là-bas, oh non. Pourquoi celle-là, je ne la sens pas et tout, c'est pas une bonne personne. Je dis que, comment ça? Ma soeur qui vient à peine d'arriver, tu dis que tu ne la sens pas, tu ne la connais pas. Comment? Et tout. On a dit que ma soeur là-bas, son vampire, c'était à lever. Pour lui, dans ces choses là-bas. Donc, les deux là, savaient à qui est qui parmi les deux. Moi, que si ma boule que je suis, mais ma soeur me défendait. Donc, à chaque fois quand le monsieur m'invitait déjà, ma soeur faisait tout pour être avec moi. À chaque fois que le monsieur m'invitait, ma soeur faisait tout pour être avec moi. Une fois, il m'invite, on avait fait 5 ans ensemble comme ça là. Toujours pas de sexe. Je vous dis bien, toujours pas de sexe avec le monsieur, mais les fortes sommes d'argent que le monsieur me remettait. Quand je ne vais pas citer son nom, c'est après que, au fait, même son travail, il me cachait le travail qu'il faisait. C'est après un soir comme ça, là, je l'ai vu passer à la télé, ministre de... Bon, ce sont des choses que on n'est pas là pour trop parler. Pas de mentionner le nom, tel, non. C'est juste pour raconter mon histoire. Donc, du coup, un soir, le monsieur m'appelle. Je pars avec ma copine, avec ma soeur en question. Il avait aussi l'un de ses frères qui aimait voir ma soeur. Mais les frères que... Tu vois, parce que lui, il a l'argent, mais le genre des frères qui courent souvent derrière les frères qui ont souvent l'argent, on est toujours en train d'émuler, voilà. Mais tu sens que lui, il était simple. Il aimait voir ma soeur là et tout. Nous, on était derrière. Bon, moi, j'étais devant avec lui. Ma soeur était derrière
avec son frère en question. On était là, je sens qu'on quitte le goudron, on rentre maintenant vers le sable. Tellement qu'il n'y avait pas, au fait, l'endroit où nous étions, il n'y avait plus d'ampadaire. On quittait de mon quartier, on était non loin de mon quartier, au fait. C'est ce jour-là que j'ai découvert que dans cette petite forêt-là, il y avait des cimetières à l'intérieur. Donc du coup, parce que nous on savait que là-bas, c'était les gens qui faisaient les champs de tomates et tout, et ceux qui élevaient les cochons, voilà. Donc du coup, on est là en gare, il me dit non, je voulais juste te parler de quelque chose. Je dis que, bon, tu me parles de quelque chose, je suis habituée, tu m'appelles, on est au restaurant, tu m'expliques les petits problèmes que tu as au bureau et tout. Mais l'histoire qu'on vient déjà jusqu'ici, maintenant je ne vois personne, il me dit, oh ok, descends de la voiture, je vais te parler de quelque chose après. Mais en fait, tellement que j'avais confiance et tout, il ne m'avait jamais montré quelque chose de bizarre. Je suis descendue, ma soeur est restée dans la voiture, nous sommes allés du genre à l'arrière de la voiture. Donc du coup, quand il me dit non, c'est que je voulais juste te dire, c'était juste pour te serrer dans mes bras. Après, je demande que, tu veux me chercher si loin de la maison pour m'amener dans un endroit là où la forêt, le sable et tout, on ne voit même personne, la route est éloignée. Pour juste venir me serrer dans tes bras, tu pourrais bien me serrer dans tes bras, même à la cour de la maison. Tout ça, c'est ce que j'étais en train de dire dans mon cœur. Donc du coup, quand lui, il regardait vers la voiture et moi, je regardais vers le couloir, puisque je peux appeler ça une piste de couloir. Je voyais seulement les gens vous voyez quand les gens manipulent les téléphones, il y a peut-être lumière qui revient de loin là-bas. Donc, il y a un qui a fait un faux pas. Du genre, je ne sais pas s'il voulait manipuler le téléphone, donc il a montré du genre le visage, bon pas le visage, il était cagoulé, c'était à du costaud noir. Je vous assure que je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais pas. Voici comment ma soeur là-bas sort de la voiture. Elle ne sait pas quelle histoire qu'elle a inventée au monsieur. Machin et tout. Il s'est enflammé. Il nous a fait monter dans la voiture. On a démarré, il nous a déposé. À chaque fois quand il m'a déposé, il dit que c'était toujours une somme forte d'argent. Le monsieur nous a déposé au portail de la maison, même pas me remettre une somme. Les petites maladies ont commencé. Les fièvres, je ne me sentais pas bien. Le monsieur avait disparu peut-être pendant 4 mois ou 5 mois comme ça. J'appelle, ça ne passe pas. Je pars même chez le monsieur, comme il restait, lui, il avait une cité, rien que pour lui-même, rien que son gardien et lui-même. Puisqu'il m'a dit que ses enfants étaient en Italie et sa femme et tout. J'ai dit, ok, d'accord, je pars, je cogne. Le gardien me dit, il n'est pas là, il est en déplacement, machin. En déplacement 4 mois, c'était les filles du quartier. J'avais déjà maigri. Les filles que j'avais pris pour mettre chez moi m'ont tout abandonné. Oh non, elle a le sida, machin. Je vous assure que j'ai pissé le sang. On me mettait à les couches. On me mettait déjà les couches. Moi, je dans une église, les maux de tête. Non, quand je prends le drap pour me couvrir, je vous assure que c'était pas le rêve. Quand je prends le drap pour me couvrir, que je sens quelque chose qui me caresse, je me réveille dans la vraie vie. Je vois c'est la peau du serpent. Au fait, j'ai déliré. On m'a mis dans une église. On a appelé mon grand-père au côté maternel qui m'a pris là. On m'a mis dans une église là. On a commencé à prier, machin et tout. Pendant 2 mois, j'étais enfermée là-bas sans voir le jour. Prière sur prière. Ça allait. On est sorti de là-bas. Moi qui têtu que je suis, parce que tellement qui m'avait aveuglé avec les bonnes choses, machin. Il revient après 1 mois, je peux dire 5 mois. Puisqu'il avait fait 4 mois. Donc le dernier mois, lorsque je suis sortie de là-bas, le bon monsieur apparaît. Oh non, j'étais en déplacement, voilà, les beaux parleurs. Voilà, on m'a vite envoyé en mission, ceci, cela. C'est monté, c'est descendu. J'ai cru. Donc, le jour que lui, il est même venu, là, c'était pour m'achever directement. Comme la première fois, là, il n'a pas pu me donner, là. Il a dit, aujourd'hui, c'est ton jour. Hey!
Oh non, est-ce que tu peux m'accompagner? Je me fais pardonner. Allons, j'ai une surprise pour toi. Voilà. Je me suis habillée et ce jour-là, ma soeur qui me protégeait là n'était pas là. Elle était donc c'est sorti. Donc du coup, même pour l'appeler, pour dire que ah voilà, la soeur, si tu me cherches, c'est que je suis dans tel endroit. Rien, je n'ai pas prévenu une personne. Je suis partie, mais il y avait une personne qui m'avait vu monter la voiture du monsieur. C'était l'un des mes oncles qui est venu dévoiler maintenant le secret du monsieur en question. Donc du coup, mais il m'avait vu, c'était à trop tard, on avait à démarrer. On roule. Moi, j'ai tourné dans Libreville. J'avais jamais su là où la maison d'Edith Bongo se trouve. J'avais jamais su là où la maison du père Bongo se trouve. Au fait, même les maisons des grandes personnalités, je n'ai jamais su là où ça s'est trouvé. Sassou Nguesso, c'est le monsieur en question qui me montrait, qui me disait même que oh non, le papa Bongo ne vit même pas avec sa femme. Sa femme, voici sa maison qui est à part, voici pour lui qui est là. Commence à me montrer. On partait vers la sablière. Rentrons, on a dépassé la sablière. Mais je sens qu'on est en train de rouler. On roule maintenant, on roule dans la bain de sable, on roule. Mais je sens que quand on roule là, on avait à trouver un cortège de voitures. La même marque de la voiture de monsieur en question qui était avec moi. C'est la même marque des autres voitures. Avec des jeunes filles en train de rouler. Comme nous, on était la dernière voiture. À rouler. J'entends même une voix qui me dit que tu sais là où on est en train de t'amener. Au fait, je suis avec lui dans la voiture. Et moi, j'écoute une voix qui parle avec moi. Donc, c'est des gens, j'étais un peu perdu. On était déjà à 3 dans la voiture. Avec lui qui n'écoutait pas la voix, il n'y a que moi qui écoutais la voix. Et c'était la voix de ma grand-mère. Que tu sais là où on est en train de t'amener, là où tu pars, on t'a sauvé pour la première fois. Voici la deuxième fois encore. Tu sais là où on t'amène. Je me suis dit que qu'est-ce qui m'arrive? Tout d'un coup, je ne sais pas comment ça s'est passé. Je vous assure. J'ai seulement dit au monsieur que oh chérie, s'il te plaît, je viens de faire des besoins, je veux me soulager et tout. Le monsieur s'est enfermé, c'est que ses yeux sont devenus rouges du coup. Après, je l'ai pris par les sentiments, mais j'ai tremblé au fond de moi. Je l'ai pris par les sentiments. Chérie, s'il te plaît, je suis ton bébé, est-ce que tu peux... Oh oui, mais le monsieur ne fait que regarder la montre. Il fait que regarder sa montre. Je vous assure que lorsque je suis descendue, je pense que j'étais habillée en petite culotte, ballerine. Lorsque je suis descendue, j'ai seulement entendu la voix de ma grand-mère qui m'a dit « Cours !» Je vous assure que lorsque j'ai pris mes pieds là pour courir, que Dieu sait qui c'est, je suis rentrée dans la forêt. Courir. Voici comment il y a 2 hommes encore habillés. Je ne pourrai jamais oublier ces hommes. L'un d'entre eux qui m'ont arrêté dans la brousse là-bas. Ils étaient en train de fumer leur truc là. Donc c'était les gardiens de la garde rapprochée. Je ne peux pas trop parler là. Il y a un qui me dit, tu vas où, retourne. Vous les petites filles d'aujourd'hui, vous ne voulez pas comprendre. Voilà, tu sais qu'il m'a tout sorti. Tu sais que la zone là, c'est là-bas, on fait les sacrifices, machin et tout ça. Comme ça. Il y a l'autre qui était avec lui, comme ils étaient à 2. L'autre qui était à lui dit non. Si on lui livre là, on la livre et tout. On va nous donner plus que ça, machin. Il y a un cul. C'est là où le gars qui était à dit non. Toi aussi, mets-toi à la place de l'enfant d'autrui. Si c'était ta petite soeur, tu devais lui faire comment? Tu devais lui sauver, machin. Quand le gars là, les 2 gars m'ont attrapé. Ils m'ont dit, on va pas te livrer, on va te cacher, mais suis-nous. On va te montrer ce qui se passe là-bas. On a marché, mais on voyait comment les gars, les autres là-bas étaient en train de me chercher maintenant. Là, ils ont envoyé leur garde là. Pour me chercher maintenant dans la forêt. Mais comme les 2 corps habillés qui étaient avec moi, les gars de la garde rapprochée qui étaient avec moi, c'était leur zone, ils maîtrisaient. Ils m'ont dit non, ne t'inquiète pas, on va rien. Si on voulait te donner, on voulait te livrer, on devait le faire depuis. Là, tu les vois, ils vont s'embrouiller là-bas, mais suis-nous. On a commencé à marcher. Moi-même, je disais que là, c'est ce que on parlait à me livrer. Je vous assure que quand nous sommes arrivés, ils m'ont dit regarde de loin. Vous voyez le genre de... Je peux m'expliquer ça comment. Le genre de poteaux électriques là. Mais c'était sous forme de bois.
planté au milieu, le feu en bas. Voyez comment les cris des filles là, les cris des petites filles, c'est en train de les briser étant vivantes. Briser étant vivantes. Regarde comment les cris des enfants. Quand les deux messieurs, les deux gardes là m'ont regardé, ils m'ont dit, ma fille, ma petite soeur, je ne sais pas ce qu'il est, parce que nous, quand on voit comme ça, là, on livre, et nous, on nous remet notre argent. On n'est pas parentaux, on n'a pas le sentiment. Tu vois la route là, prends ça. Quand tu prends ça, tu te retournes. Parce que si tu te retournes, nous-mêmes, on va t'attraper, on va te livrer. Je vous assure que lorsque moi, j'ai pris ma route là, je me suis seulement retrouvée net à l'aéroport de Libreville. Comme une folle maintenant. Je vous assure, comme une folle. C'est là où les gens comment expliquer ça? Les gardiens de nuit là, ceux qui prennent les bagages et tout. Il y a un qui venait se soulager là, qui m'a vu. Oh non, c'est comment, au fait, j'étais perdu, la langue, je ne parlais plus. Oh, c'est comment donc, j'essayais un peu de faire sortir, expliquer. J'ai veillé là toute la nuit jusqu'au matin avec le monsieur en question. Il m'a donné sa veste et tout, j'étais là. Bon, on voyait comment les voitures étaient en train de défiler. Je savais que c'est moi qu'on était en train de chercher comme ça là. Je vous assure que, et Seigneur Jésus, protège-nous. Le monde est très risqué. Nous sommes en danger. J'étais là. Le monsieur m'a amené chez lui. J'ai fait 2 semaines là-bas. C'est moi que j'étais traumatisée. Je ne pouvais pas. J'étais traumatisée. C'est comment j'ai réussi à donner le numéro de ma soeur en question. On l'a appelée, elle est venue nous retrouver. J'ai expliqué. Je vous assure que dès que j'ai fini d'expliquer l'histoire, on m'a amené chez mon grand-père. C'est là où mon oncle, qui m'avait vu partir, dit qu'il ne pouvait plus arrêter la voiture parce que la voiture était déjà loin. C'est là où mon oncle dit non, il connaît le monsieur, on connaît l'histoire du monsieur. Le monsieur vendait les cocos au quartier, à la plage, au Carrefour, les Yomba et tout. Mais l'histoire que le monsieur est devenu ministre de tel riche là, les gens n'ont rien compris. Le monsieur là, sans confiance là, faisait que quand ça se coupe là, il collait les gens qu'on met avec les pointes en bas là. C'est comme ça que le monsieur était. Mais on ne sait pas comment de là, la ping, de lendemain, le monsieur est devenu riche, ministre de quoi. Quand j'ai fini là, je vous dis que le monsieur venait comme ça. Il a dit, ah, j'ai même les frissons parce que je n'ai pas envie de rêver de cette histoire. Je n'ai plus envie même de penser de cette histoire dans ma tête. Quand je sors pour me soulager, je vois comment le monsieur au centre de la cour avec un pagne rouge. Il me tend la main du genre comme une boule de feu dans sa main. Il est là debout. J'ai dit aux autres que vous ne voyez pas, il est là. Ils me disent, il est où? Il n'y a que moi qui le voyais. Quand je rentre dans la maison comme ça là, tout le mur, que le serpent, lui-même c'est sa tête, mais tout le reste, c'est rien que le serpent. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, la folie m'a attaqué. Je vous dis que moi, j'étais folle. J'ai piqué une crise de folie. Ma mère est quittée depuis la Guinée avec son mari venu me chercher pour m'amener en Guinée. C'est là-bas où j'ai vu ma guérison. Jusque là-bas, je vous assure que le monsieur m'a suivi jusque là-bas. Il m'a suivi là-bas, son esprit m'a suivi là-bas. Que c'était moi qui devais livrer. Mais quelques années plus tard, son enfant devenu mongol. Moi-même, j'ai vu. Mongol. Même quand il me voit comme ça là, il veut justement me tamponner et être loin de moi. C'est juste pour passer un message. Que faites attention, prions beaucoup. Le dehors est risqué. Il n'y a qu'une personne qui n'a pas vécu ce genre d'histoire qui ne peut pas venir raconter son histoire comme je suis en train de le faire. Peu de filles s'en sortent dans ce genre d'histoire comme ça là. Peu de filles. Pour des filles qui s'en sortent dans cette histoire, dans ce genre d'histoire là, ce sont des filles qui ont, je ne sais pas, qui ont de la chance, qui ont des protections. Prions beaucoup, le dehors est risqué, mes soeurs. Et c'est dans les histoires des rituels là, c'est plus des femmes. Il faut souvent remarquer, hein,
c'est plus des femmes qui prennent par rapport aux hommes. La femme est un médicament fort. Vous-même, vous voyez, on a retrouvé tel corps là-bas. C'est toujours le corps de la femme. Tu ne vas pas voir rarement que tu demandes, tu vas voir le corps d'un homme. Prions beaucoup. C'était ma petite histoire à moi. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Coucou. Bonjour la famille. Bonjour DMG. J'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais bien. Et j'espère que vous aussi, vous allez bien. Et je fais cet audio depuis Abidjan. Et il faut dire que DMG, l'histoire là, je l'ai vécue en Guinée. Quand j'étais allée en Guinée, en 2004. Dans le village de mon père, il y avait une nuit, on a dormi une nuit là. J'avais remarqué que on toquait, c'est comme si quelqu'un toquait à une porte. Ah, le bruit ce bruit nous embêtait toute la nuit. Hein? Il nous embêtait. Et matin, j'ai dit à mon père que papa, je ne sais pas qui toque la porte la nuit, mais on n'a pas dormi, hein. On entendait coco toute la nuit. Et c'est là mon père a dit, on n'a pas toqué à une porte, hein. Que les gens ont leur serpent mystique dans ce village-là. C'est lui qui fait ce bruit-là comme ça. J'ai dit en bon. Et c'est passé. Une autre nuit, c'est comme ce bruit-là était derrière notre fenêtre. Parce que on a un oncle qui nous a donné une chambre là-bas. Et c'est là-bas qu'on dormait. Et le bruit était derrière la chambre. On n'a pas dormi. Et matin, je suis encore venue voir mon père. Il dit, ah papa, cette nuit-là, on n'a pas dormi. Hein? Celui qui toque à la porte, coco là, cette fois-ci, c'était derrière notre fenêtre. Hein? On n'a pas pu dormir, on a eu peur toute la nuit. Il dit, en bon, hey, je vous assure la famille. Mon papa est rentré dans la maison, il allait prendre sa machette, venir s'asseoir au milieu de la cour, au milieu du village, en train d'aiguiser. Il dit, vous qui avez vos serpents mystiques dans le village, et puis, ces enfants des gens, vous cherchez pour donner. En tout cas, moi, mes enfants là, vous qui êtes allés faire pleurer derrière la fenêtre de mes enfants là, que ce soit votre premier, votre dernier. Sinon, moi, je vais découper des gens dans ce village. Nous-mêmes, l'agitation du papa même nous faisait rire. Mais le papa avait raison. Il a menacé. Il dit, on va se découper dans ce village. À partir d'aujourd'hui, l'un de mes enfants me dit qu'il a mal à la tête, il a mal à la tête, ou bien il a le corps chaud. On va se découper dans ce village. Donc il a menacé. Et donc, c'est là dans les explications, les gens disaient que ce serpent-là, quand il sort comme ça, que quoi il fait là. En fait, comme moi je ne suis pas habituée à ce bruit-là, moi j'entendais quoi. Sinon, ce n'est pas quoi, ça veut dire go. Ça veut dire, dans notre ethnie, go là, ça veut dire donne-moi. Mais moi, bon, comme je ne suis pas habituée à entendre ce genre de bruit là, moi j'entendais quoi. Ça veut dire quand il dit go, il réclame le sang. Ça veut dire donne-moi. Il dit à son propriétaire ou bien à ses propriétaires, hein, donne-moi. Quand il a besoin de sang humain, il réclame, donne-moi. Et donc on dit quand ce serpent là sort comme ça, les nouveaux-nés, les nourrissons, les enfants de 0 à 5 ans, en tout cas, il y a des morts d'enfants dans le village. On remarque que beaucoup d'enfants meurent dans le village. Vous voyez? Et donc les enfants que leurs parents ont blindés, ils sont sauvés. Mais ceux qui ne sont pas blindés, je vous assure. Et donc, quand c'est comme ça là, vous entendez souvent au milieu de la nuit, ou bien très tôt le matin, les parents qui sortent pour parler à haute voix. Hein? Vous qui avez vos serpents mystiques dans le village là, en tout cas, vous êtes vaincus. En tout cas, ils les menacent quoi. Ils font des paroles de retour à l'envoyeur. Ils les menacent. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Parce que les gens ont commencé à être chrétiens au village. Et donc, on dit c'est comme ça.
ce serpent-là procédait. Donc, jusqu'à moi, mon séjour est fini, je suis rentrée à Abidjan. Et une autre fois, je suis retournée, et comme ça, j'étais avec mon petit frère. Il dit, le serpent que vous avez au village, votre serpent mystique, le serpent mystique qu'ils ont au village est toujours là. C'est là mon petit frère m'a dit, non, grande soeur, qu'ils ont tué le serpent là. J'ai dit, en bon? Elle m'a dit, oui, qu'ils ont tué le serpent. Que grande soeur, tu sais, au village, les gens sont en train de devenir chrétiens, hein, que les gens sont zélés dans la prière. Donc, les jeunes du village ont pris des moments de jeûne. Ont pris des moments de jeûne pour prier contre ce serpent-là. Que le serpent qui ne sortait jamais en plein jour là. Il me dit, grand soeur, un jour ce serpent-là est sorti en plein jour. Je ne sais pas s'il pensait que c'était la nuit ou on ne sait pas. Que le serpent est sorti en plein jour. Plein soleil, le serpent est sorti. On ne sait pas où il est quitté. On ne sait pas où il va. Les gens ont commencé à crier serpent. Et il me dit, le serpent était gros. Et puis il était long, noir, que le serpent brillait au soleil comme ça. On dit serpent, gourdin par ici, caillou par là, bois par-ci. Il me dit, ils ont commencé à poursuivre le serpent. Voilà le serpent maintenant en train de se débattre. Le serpent a fui, il est rentré dans une vieille case abandonnée. Donc quand il est rentré là-bas, les jeunes ont mis le feu à la case abandonnée là. Et le serpent est brûlé. C'est comme ça qu'ils ont tué ce serpent-là. Le serpent, il me dit, quand le serpent est brûlé, il me dit, tu vois un cadavre de serpent là. Ils ont pris le cadavre de serpent pour venir verser ça au milieu du village comme ça. C'est là, il me dit, quelques temps après, il y a un vieux papa au bout du village là-bas qui est tombé gravement malade. Et quand le vieux est tombé malade là, sa peau quittait. C'est comme si il avait été brûlé, que sa peau quittait. Que la peau du vieux là quittait. Comme si on avait versé la braise sur lui. Sa peau là quittait comme ça. Et après, le vieux père est mort. Et c'est comme ça que les gens du village ont pu se débarrasser de ce serpent-là. Mais il me dit que lui ne sait pas s'il y a un autre serpent encore. Hein, mais seulement là, en tout cas, il y a un serpent qui a déjà été tué. En tout cas, c'est par la prière que les gens ont réussi à tuer le serpent. Donc vraiment, la famille DMG, la puissance de la prière est vraiment... La prière est très très puissante. Et quand on prie avec foi, Dieu nous exauce. Et c'est comme ça, ces parents-là ont pu vraiment se débarrasser de ce serpent-là. Vraiment, merci beaucoup DMG, famille DMG, merci et à bientôt. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez et surtout donnez de la force. Partagez dans tous les groupes WhatsApp, tous les groupes Telegram, Facebook et ainsi de suite. On se reprend demain à 12h00 pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, bye bye, portez-vous bien.